messieurs, bonjour. Bienvenue ce matin au nom de l'Institut Confiance pour assister, et plus qu'assister, participer activement, je n'en doute pas, à ce débat sur un sujet particulièrement important et un tout petit peu à l'ordre du jour, pour ceux d'entre vous qui avaient suivi les informations hier, sur le thème « Restaurer la confiance entre police, justice et citoyens ». Avant de proposer à nos intervenants de la première table ronde de nous rejoindre, permettez-moi de vous dire quelques mots de sur ce qui a motivé en fait ce débat public. Un petit retour un petit peu sur l'origine de l'Institut Confiance, finalement, pourquoi travailler sur cette question de la confiance. En fait, il se trouve que j'ai été amené, je suis l'initiateur de cet institut, l'Institut Confiance, qui a été créé il y a un peu plus d'un an, en janvier 2012. Et pourquoi la création d'un think tank centré sur cette problématique que nous avons formulée de la manière suivante: contribuer collectivement à restaurer la confiance entre politique, administration, acteurs économiques et financiers, experts et scientifiques, syndicats, médias et citoyens. Pourquoi cet enjeu? Pour deux raisons. C'est que, pour ce qui me concerne, j'ai été amené pendant une dizaine d'années à conseiller les administrations publiques et l'État notamment, tout particulièrement même, par rapport à la mise en œuvre d'un certain nombre de grandes réformes publiques. J'ai aussi travaillé avec les collectivités territoriales, et ces travaux m'ont amené à constater un énorme niveau de défiance entre l'échelon politique et l'administration, notamment la haute fonction publique, et dans les deux sens. Ce problème de confiance, d'absence de confiance, m'a toujours frappé. Je me suis toujours dit, comment peut-on réussir des réformes, quelles qu'elles soient, des changements, des évolutions dans la société, quelles qu'elles soient, si déjà à la tête, là où s'initient les réformes, au plus haut niveau de l'État, eh bien déjà, il n'y a pas de confiance entre ceux qui sont censés piloter ou initier ces réformes et ces changements. Donc j'ai beaucoup été frappé par cela. Et puis deuxièmement, et je pense comme vous, certainement, je n'ai pu que constater depuis un certain nombre d'années qu'on ne pouvait pas allumer sa télévision le soir ou lire le journal le matin sans apprendre qu'une nouvelle avait à voir avec un problème de confiance ou de défiance dans la société. Alors un jour vous apprenez qu'il y a l'affaire du Mediator, le lendemain c'est des questions de prothèse d'implant mammaire, le surlendemain des personnalités politiques qui ont quelques soucis avec la justice. Enfin bref, il y a tout le temps quelque chose. Et je me suis dit, si on continue comme ça, jusqu'où va-t-on aller? Quand on voit le mouvement d'indignés qui se développe dans le monde entier, quand on voit qu'il y a dans les pays arabes et les printemps arabes, des révolutions dans un certain nombre de pays, des citoyens qui se révoltent vis-à-vis de leurs élites, entre guillemets, moi je me suis dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça durablement si on ne fait rien pour traiter cet objet qu'est la confiance, en le prenant à bras le corps et en essayant de le décrypter dans ses mécanismes les plus profonds, en termes de confiance, de méfiance et de défiance, pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière tout cela, ce qui est sous-jacent, et qu'on puisse ainsi peut-être identifier des pistes de progrès. Si on ne le fait pas, personne ne s'emparera du sujet et on risque de dériver de cette manière-là. Et donc, ça a permis j'ai mobilisé autour de cette question une vingtaine de personnes dans un premier temps, des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des journalistes, des syndicalistes, des salariés, des agents de la fonction publique, des représentants associatifs, des gens d'horizons très divers, qui ont tous partagé ce sentiment. Et nous avons donc créé ce think tank en janvier 2012. On a organisé un colloque au Sénat, on a lancé des travaux autour de 7 groupes thématiques, dont un groupe évidemment qui est celui qui a organisé ce colloque et que je remercie, dont un certain nombre des membres sont ici dans la salle. Christophe Coppen, qui est responsable de ce groupe, qui est l'ancien négociateur en chef Purette, qu'on voit régulièrement dans les médias dès qu'il se produit des affaires sensibles, on va dire. Karine Abois, qui est quelque part ici, Karine à côté, voilà, de Christophe, Éric Stemlan, ancien commissaire de police, commissaire des télévisionnaires, Éric Gilles de l'ENSP, bref, je ne vais peut-être pas citer tout le monde du groupe présent ici, enfin bon, Monique Rousselin qui est quelque part dans la salle, bref, voilà. Donc, je remercie toutes ces... voilà, Monique est ici, je remercie tous ces membres de leur aide et de leur implication active dans nos travaux. Alors, donc nous avons
décidé d'organiser ce débat public, parce qu'il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion d'aller à un colloque organisé par l'un de nos intervenants, qui n'était pas encore arrivé, Christophe Régnard, qui est le président de l'Union syndicale des magistrats, qui va nous rejoindre tout à l'heure, et qui organisait le congrès annuel de l'USM à Colmar, il y a quelques mois. Et à la tribune étaient présents Christiane Taubira et Manuel Valls. Et ces deux ministres, les deux ministres, ont fait porter tout leur discours sur l'impérieuse nécessité qu'il y avait pour eux à restaurer la confiance entre police, justice et citoyens. C'était vraiment le cœur de leurs propos, à porter autour de cet enjeu majeur pour eux sur le plan politique. À l'issue de ce débat, j'ai eu l'occasion d'aller dire quelques mots à Christiane Taubira. Je n'ai pas pu faire de même avec Manuel Valls, mais en tous les cas, avec Christiane Taubira, j'ai pu lui en parler et lui dire que nous allions organiser. Nous étions tout à fait en mesure et nous prévoyons d'organiser un débat pour aller au-delà du message politique, si je puis dire, pour faire en sorte et aider à faire en sorte que justement cette volonté politique forte, qui est très importante évidemment, qui est un enjeu, quelque chose de tout à fait essentiel, eh bien n'en reste pas là, ne reste pas uniquement à des mots, mais se traduise bien ensuite dans des faits. Or, on le sait bien, les habitudes sont difficiles à changer, les cultures sont difficiles à faire évoluer. Il ne suffit pas de dire les choses pour qu'elles se fassent, sinon ça se saurait depuis longtemps. Et donc, nous, en tant qu'Institut Confiance, on estime pouvoir peut-être apporter notre pierre à l'édifice en la matière pour essayer de comprendre justement qu'est-ce qui pourrait faire que cette confiance à créer ou à restaurer entre police, justice et citoyens, qu'est-ce qui pourrait empêcher qu'elle se fasse, qu'elle se noue cette confiance, et que peut-on faire pour justement essayer de faciliter justement ce développement de cette confiance, pourtant c'est difficile à mettre en pratique. Et donc, la ministre, Madame Taubira, m'a tout de suite dit, quand je dis qu'on allait le faire ici, elle me dit « Ah, je suis une adepte de l'Action Christine, j'y viens souvent, je suis une adepte de la séance de 2 heures. » Donc je dis « Écoutez, ça se déroulera plus tôt que ça, notre débat, mais bon, bref, il était prévu que les ministres viennent, finalement leur agenda n'a malheureusement pas permis qu'ils soient présents avec nous, mais pour autant, ça n'empêche que notre débat, je pense, va être tout à fait passionnant, avec la qualité des intervenants que vous allez entendre, qui ont tous des responsabilités importantes dans leur champ d'intervention, que ce soit la sécurité, l'ordre, la justice, ou d'autres dimensions de la société civile, qui ont évidemment aussi un rôle éminent à jouer dans cette constitution d'une confiance collective. Alors, plutôt pour justement nourrir le débat et l'organiser un petit peu, le structurer de manière intéressante, et au vu des questions qu'on a identifiées dans la préparation de ce débat d'aujourd'hui, je vais juste me permettre en quelques minutes de vous évoquer finalement ce que l'Institut Confiance, au travers des travaux que la centaine de personnes qui constituent l'Institut Confiance aujourd'hui et des 7 groupes thématiques qui nourrissent nos travaux, enfin qui structurent nos travaux, parce qu'il n'y a pas que la question de sécurité et de justice qui nous intéresse, c'est toute la confiance dans la société qui nous intéresse, sur ces différents champs. On a été amené en fait à identifier ce qu'on appelle 7 éléments contributifs de l'habitus, HABITUS, qui sont des dispositions à agir d'une certaine manière, et d'une certaine manière contribuant à une culture de confiance, ou à un climat de confiance dans la société. Et ces 7 dispositions que je vais vous citer, on les a placées dans ce qu'on a appelé, on a créé, pour un petit peu, je dirais, imager notre propos autour de la confiance, on a créé l'arbre de confiance. Cet arbre de confiance, il a des branches et un feuillage, et donc ces branches sont constituées de ces 7 dispositions à agir, que je vais vous citer tout de suite, et ce sont les suivantes. La première de ces éléments contributifs de la confiance, c'est la co-responsabilité, la coopération et l'émulation. La deuxième, c'est l'empathie, la bienveillance, la reconnaissance, l'acceptation de la différence. La troisième, c'est la cohérence entre paroles et actes, la lisibilité, l'honnêteté, l'authenticité, la loyauté. La quatrième, c'est, et j'ajoute à cela le respect des règles du jeu. La quatrième, c'est l'indépendance de jugement, notamment dans les problématiques de conflit d'intérêts par exemple.
La 5e, c'est l'acceptation de l'incertitude, du risque et de la complexité. La 6e, c'est l'acceptation du droit à l'erreur ou à l'échec. Et la dernière, c'est toutes les notions qui touchent à la temporalité, la mise en perspective, la volonté de ne pas oblitérer le long terme par le court terme. Alors voilà tout ce qui contribue à une culture de confiance, idéalement, dans un monde idéal. Le problème, c'est que bien souvent, telle ou telle de ces dispositions, de ces éléments contributifs, eh bien, est manquant, ou lacunaire, si je puis dire. Et c'est ça qui pose problème. Alors pourquoi est-ce que cela manque? Eh bien, c'est justement tout le travail que nous essayons de mener à l'Institut Confiance, et au-delà de ces bonnes intentions, si je puis dire, de voir pourquoi elles ne se manifestent pas concrètement. Et ça nécessite de creuser très profond dans les racines de l'arbre. C'est pour ça que l'analogie avec l'arbre est intéressante, c'est qu'il faut creuser aussi profond que possible dans les racines qui font que, effectivement, on n'a pas ces comportements vertueux en matière de confiance, bien souvent. Et donc ces racines, elles sont composées d'un certain nombre de croyances, de représentations mentales, de valeurs, de peurs, d'héritage, d'histoire individuelle ou d'histoire collective. Et c'est ça finalement que nous travaillons à l'Institut Confiance, et ce que nous avons commencé à réfléchir avec notre groupe, eh bien, a mis en exergue un certain nombre de ces racines. Et c'est ce que nous allons chercher en fait à creuser aujourd'hui. Hein. L'idée, c'est pas d'apporter des réponses mirifiques, yaka faucon, ou je dirais s'engueuler, j'allais dire, sur des choses qu'on entend déjà beaucoup. C'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a des problèmes de confiance. Et ça nécessite d'aller un cran au-dessus, ou au-dessous plutôt, de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, voilà, maintenant, désolé d'avoir été un petit peu long dans ce propos liminaire, mais je vais donc proposer de me rejoindre à la tribune pour notre première table ronde qui va justement qui s'intitule Police, justice et citoyens, comprendre la défiance. Et bien justement, nous allons essayer de creuser aussi profond que possible dans ses racines avec nos intervenants qui sont donc Alain Boulet, le président de l'APEV, l'association d'aide aux parents d'enfants victimes. Donc, M. Boulet, vous me rejoindre. Je vais proposer à Claire Thieffry, qui est responsable du département sécurité à l'Union sociale pour l'habitat, qui est l'organisme qui coordonne toutes les structures HLM, entre autres, de France, et qui est donc la spécialiste sécurité de la Chambre nationale, mais qui a beaucoup œuvré sur le terrain, qui continue de beaucoup se déplacer sur le terrain, donc elle a une connaissance vraiment de terrain, ce qui se passe très concrète, très intéressant. Vous pouvez vous asseoir, c'est des tabourets, vous voyez un peu style bar, décontracté, voilà, n'hésitez pas. Je vais proposer à Robert Gély de nous rejoindre. Monsieur Gély est le procureur de Nanterre, procureur de la République de Nanterre, après avoir œuvré à Nîmes jusqu'à ces derniers mois. Il a rejoint Nanterre il y a quelques mois maintenant, un peu temps environ. Et monsieur le procureur est également le président de la conférence des procureurs de France. Bienvenue, monsieur Gély, et je vais également demander à Hélène Martini de nous rejoindre. Madame Martini est l'inspecteur général de la police nationale et elle est directrice de l'ENSP, l'École nationale supérieure de la police, qui est l'école basée à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, une jolie banlieue lyonnaise qui forme en fait tous les hauts fonctionnaires de la police, enfin les commissaires divisionnaires et au-delà, les contrôleurs généraux, les inspecteurs, la hiérarchie de l'administration de la police nationale. Et je vais également demander au général Loubès de nous rejoindre, qui est donc le directeur de l'EOGN, l'École des officiers des gendarmeries nationales, qui est la terrico de l'École nationale supérieure de la police, pour la gendarmerie. Voilà, je vous propose de vous asseoir tout simplement, hein, mettez-vous à l'aise. Et je vais demander pardon. Honte à moi. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Vraiment, on ne peut pas me faire confiance, hein, c'est terrible. Donc Jean-Marie Saladova est le directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines. De la police nationale. Bienvenue également. Et bien voici notre tribune rassemblée.
Alors, je vais proposer peut-être, je vais faire un premier petit tour d'horizon, et pour ne pas tomber dans les éternelles présentations très classiques et souvent un petit peu ennuyeuses, entre guillemets, je vais plutôt entrer dans le vif du sujet en demandant d'abord peut-être à Madame Thieffry de nous dire finalement, ou à Monsieur Voulet, Madame Thieffry, soyons, on va respecter la... Voilà. Pourquoi y a-t-il, selon vous, problème aujourd'hui de confiance entre police, justice et citoyens? Et pourquoi maintenant? Pourquoi ce problème est-il particulièrement aigu aujourd'hui, plus encore peut-être qu'hier? C'est déjà le cas. Vaste question. Alors, je vais partir d'une expérience plutôt qui est celle de terrain, à savoir dans les quartiers, et notamment dans les quartiers sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la situation, peut-être par endroits, se tend, et qu'est-ce qui fait que dans cette tension, on n'a plus forcément de lisibilité? Je crois que si j'avais à dire, pour ne pas monopoliser la parole, et essayer de faire comprendre, c'est en partant de l'habitant, qu'est-ce qui fait que je peux comprendre ce qui se passe autour de moi et qui est censé m'aider à construire mon projet de vie et mon projet dans la vie avec les autres dans un quartier. Déjà, il faut comprendre que la notion de temporalité est très importante. Quand on vit quelque chose et que la réponse que l'on attend ne vient pas tout de suite ou qu'elle n'est pas très claire, la notion de temps est terrible et est un premier facteur de défiance sur j'ai voulu demander, et je vais prendre un exemple très simple, qui est la plainte. Je suis victime, je vis quelque chose, je veux déposer plainte et je m'aperçois que ça n'est pas si simple, que des fois elle n'est pas forcément prise et on ne sait pas pourquoi, parce que le subjectif d'interprétation n'est pas toujours le même. Et ensuite, c'est le temps du traitement de l'écoute et de la réponse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est clair que nous vivons une tension économique et qui fait que nous sommes dans des quartiers de plus en plus fragiles et on ne mesure pas suffisamment combien cette fragilité demande davantage de présence. Davantage de présence, d'abord parce que la perte de l'emploi fait que dans certains quartiers, les personnes sont maintenant présentes jour et nuit et n'ont plus d'accès ou de raison d'aller ailleurs. Donc, ça sous-entend qu'elles sont de plus en plus confinées sur un territoire qui est resserré, elles sont enfermées dans ce territoire resserré, elles ont une sensation de ne plus avoir le droit d'aller à la ville. Une chose qui me frappe, par exemple, quand vous allez dans le quartier et que vous demandez où les gens habitent, ils ne vous donnent plus la référence à la ville. Ils vous disent « j'habite le quartier des poètes » ou « j'habite le quartier des musiciens », voire même des fois « j'habite le bâtiment Mimosa ». Ce qui sous-entend que l'appartenance à la collectivité s'est rétrécie, s'est réduite, et peut-être aussi parce qu'on ne sait plus, parce qu'on a tellement de handicap, on ne sait plus comment l'aborder ou comment aller au-devant d'elle. Je crois qu'une des questions que pose la confiance, c'est comment, institutions, qui que nous soyons, nous allons revenir, prendre le temps d'écoute pour réadapter notre langage et réadapter nos solutions à une attente qui est de plus en plus forte et surtout de plus en plus sensible. Merci Madame Thieffry de ces premières idées là, que vous avez fait partager sur cette notion de temporalité et de proximité, notamment. Monsieur Boulet, vous-même, qu'est-ce qui, pour vous, pourquoi y a-t-il un tel problème aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier? Oui, alors, tout d'abord, je voudrais dire que l'association que je représente aujourd'hui, la PEP, nous regroupons des familles dont l'enfant a été assassiné ou dont l'enfant a disparu. Bien sûr, c'est sous cette optique-là que je pourrais aborder le problème de la confiance, de la relation des familles avec les forces de l'ordre ou avec la justice. Alors, quand vous dites que la confiance peut-être moins, donc la question se pose aujourd'hui. Moi, j'ai toujours connu cette question. On a créé l'association il y a 22 ans. Il y a 22 ans, on se posait exactement la même question. Elle n'était peut-être pas à l'ordre du jour d'incidents, elle n'était pas à l'ordre du jour des réflexions de nos politiques, mais elle était tout à fait dans la tête des victimes qui cherchaient... Enfin, nous, le but de l'association, c'était que les victimes aient confiance dans la justice. Et c'était tous ces liens
qui pouvait se créer avec les magistrats ou avec les enquêteurs, qui allait renforcer cette confiance, ou alors qui allait mener à une certaine défiance. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui à cette table ronde, je suis content d'être à côté de Mme Martini et M. Louès, parce qu'on s'est rencontrés il y a plusieurs années, on a mis en place des choses, comme par exemple la délégation aux victimes au ministère de l'Intérieur, où on a pu participer, ou alors avec Mme Martini de participer à plusieurs reprises à des formations des policiers ou des gendarmes pour expliquer l'attente des victimes par rapport à la justice et par rapport à l'enquête, quels sont les liens. Parce que ce n'est pas toujours le résultat qui compte, mais la façon dont on va traiter les victimes, la façon dont on va les écouter, la façon dont on va les informer, la façon, c'est ces relations humaines qui vont se créer, plus parfois que le résultat. Alors, moi je dirais qu'il y a vraiment deux clans. Il y a ceux où tout se passe bien. Quand tout se passe bien, ça signifie que l'assassin est trouvé. Parce que la défiance commence comme ça. On se dit, qu'a fait la police puisqu'on n'a pas trouvé l'assassin de mon enfant? Et c'est vrai que c'est une question qui est récurrente et il n'y a pas de réponse. Parce que les victimes n'attendent qu'une chose, ils n'attendent que le résultat. Ils n'attendent pas de savoir qu'on a mis des moyens extraordinaires, ils n'attendent pas de savoir qu'on a remué ciel et terre. Ils disent, est-ce que vous savez trouver, oui ou non? Alors bien sûr, ça il faut l'expliquer. C'est tout un travail de pédagogie extrêmement important pour arriver à ce que la victime admette que malheureusement, parfois, on ne peut pas aboutir. Pour la justice, c'est pareil. Lorsque le criminel ensuite passe en jugement, qu'il est condamné, qu'il a une juste peine, alors juste, encore une fois, j'avais entre guillemets, parce que c'est tout à fait relatif, bien sûr, ça veut dire pour moi que la victime admette la sanction, tout se passe bien, les gens vont revivre correctement, mais lorsque cette sanction n'est pas acceptée, eh bien c'est là où la méfiance s'installe. Et la méfiance, ça veut dire quoi? C'est facile, la justice est laxiste, que fait la police? C'est ça ce qu'on entend, malheureusement. Et moi je voudrais juste, pour terminer aussi là-dessus, vous citer deux cas qui sont assez anciens, qui vous montrent vraiment cette méfiance, ou même pas cette méfiance, ce manque de confiance complet dans notre système. C'était lors du procès des assassins de Céline Jourdan, c'était en 92, vous voyez, c'est quand même pas récent. Une des deux personnes qui était là a été acquittée. Bien sûr, il n'avait pas participé, mais on avait tellement dit aux personnes, aux familles, que c'était lui le coupable, eh bien, qu'elles n'ont pas pu admettre. Et à la sortie du tribunal, toute la famille a brûlé sa carte d'identité. C'est bien. Voilà. Donc, à la sortie, la famille, en colère, a brûlé la carte d'identité en disant « Je ne suis plus français, je ne veux plus voter, je n'existe plus puisque la justice ne m'a pas rendu justice. » Et je pense également à une maman d'une petite fille belge qui avait disparu aussi en début des années 90, qui a fait énormément de recherches, c'est elle qui est à l'origine, même avant l'affaire Dutroux, de la Marche Blanche, etc., de tout ce qui a secoué la Belgique, et qui, au bout d'un moment, a dit « On ne trouvera jamais mon enfant, donc je ne suis plus belge. » Elle s'est expatriée au Canada, et elle dit « Je ne retournerai jamais en Belgique parce que je ne peux plus être belge, puisque la société ne m'a pas rendu justice. » Et quelques années après, l'enquête a abouti, puisque c'était Michel Fourniret qui avait tué sa fille, et on a retrouvé le corps, vous savez, dans le château qu'il avait. La maman est venue, a assisté au procès, a compris, est retournée au Canada, et maintenant, elle est revenue. Elle a retrouvé confiance parce qu'on lui a donné une réponse à son attente. Donc, voilà, par ces exemples, je voulais vous montrer que c'est une perception qu'il y a des faits, et c'est souvent très irrationnel. Merci M. Boulet. Monsieur Salah d'abord. Pourquoi problème de confiance et pourquoi plus aujourd'hui peut-être ou pas hier? Alors, Monsieur Vinicki, peut-être que je voudrais commencer ma réponse par trois questions. Par une question à trois entrées. Pourquoi cette question se pose alors que police et justice, nous sommes les sujets de l'interrogation. Alors que police et justice, ce sont des professions qui sont très encadrées et très contrôlées. Deuxième question, théoriquement, ça devrait se passer de façon très claire, très lisible pour la population. Deuxième question, pourquoi toujours, alors qu'on est dans une société hyper judiciarisée et qu'on attend beaucoup, trop peut-être,
c'est un peu ce que vous disiez à l'instant, monsieur, des acteurs que nous sommes. Troisième entrée, pourquoi, alors que la majorité des interventions de la police du quotidien, que je représente, puisque je suis directeur de la sécurité publique d'un département, donc c'est la police, la sécurité du quotidien, alors que la majorité de nos interventions sont du domaine de l'aide et de l'assistance à la population. 60% en moyenne au niveau national des interventions de police n'ont pas de débouché judiciaire parce qu'elles n'ont pas à en avoir. C'est de l'aide de police et de gendarmerie. C'est de l'aide et de l'assistance. Je rebondis sur ce que vous disiez, monsieur et madame. Parliez finalement de ce problème de conscience abordé, madame, d'une façon globale dans les quartiers, et vous l'évoquiez, vous, monsieur, sous l'angle personnel, une famille à l'occasion d'une affaire. C'est à la fois un peu de la même chose et terriblement différent. Et pour nous, pour y répondre, ça, à mon sens, ça implique, à mon sens, un certain nombre de choses diverses et différentes. Alors, les raisons, des raisons de fond, des raisons de forme, certainement. Entre les priorités et les techniques qui, au fil du temps, se sont sédimentées pour la police et la gendarmerie, police d'ordre, tout judiciaire, aide et assistance et proximité. Ça a été des époques différentes dans notre travail, dans la façon d'aborder notre travail et dans les consignes qui nous étaient données. Autre élément de réflexion, question de comportement du policier lui-même et de technique. Je pose une question qui fera certainement débat tout à l'heure. Les contrôles d'identité, systématiques ou répétés. La façon de se comporter, la façon d'intervenir, l'existence ou la non-existence d'explications quand on intervient. Parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours être efficace, on ne peut pas toujours résoudre une affaire, mais encore faut-il l'expliquer et expliquer pourquoi, et expliquer ce que l'on a fait à ce moment-là. Parce que je crois que la défiance vient plus de la méconnaissance que bien souvent, quasiment, puis-je dire comme ça, c'est excessif en le disant, que du résultat lui-même. Autre élément, à mon sens, c'est l'incompréhension et la méconnaissance mutuelle, je dirais, de la population envers ses forces de l'ordre, de leur rôle et de leur mission, et également, mais de plus en plus, c'est un peu ce que vous disiez aussi, madame, des valeurs de la société que nous sommes chargés de défendre ou de faire respecter, en tous les cas. Et de la part des policiers, un certain décalage culturel parfois, quand on est policier et que l'on arrive d'une zone géographique de la France, que l'on se trouve dans une autre zone géographique, il faut l'apprendre, il faut le faire sien. Et puis je dirais également, quand on est policier au quotidien, c'est le zapping culturel, et j'en termine avec ça, le zapping permanent entre les différentes cultures au cours d'une journée d'intervention que nous avons à faire. On agit dans un quartier, on va travailler dans un autre, on passe d'une micro-société à une autre. Et puis, certainement, c'est peut-être aussi une question d'individualisme dans notre société qui fait que les relations entre police et population, gendarmerie et population, mais les relations entre membres des sociétés et de la population même, entre habitants, ne sont pas simples et n'existent tout simplement pas dans certains endroits. Merci Monsieur Saladova. Madame Martini. Alors là on arrive... oui, Madame Martini. Oui, on arrive sur le champ des... oui, sur le champ des écoles. Les écoles, très bien. Alors, sur les écoles,
Donc, simplement pour rappeler que l'École nationale supérieure de la police assure la formation initiale et continue des commissaires de police et des officiers de police, qui fait à peu près 11 000 personnes qui forment l'encadrement de la police nationale sur dans la compétence territoriale où la police est en charge, est en responsabilité. Évidemment que cette question de confiance, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir dans le cadre de la formation de l'encadrement de la police, parce que c'est le pilier de la relation population-police. Et ce thème a notamment été l'un des thèmes sur lequel nous avons travaillé lors des assises nationales de la formation qui ont eu lieu le 7 février dernier. Dans le cadre de ce travail, il y a eu des assises régionales qui ont travaillé, qui ont fait des diagnostics sur la relation police-population et qui ont émis également des préconisations qui sont remontées au niveau national jusqu'à cette journée du 7 février, au cours de laquelle le ministre de l'Intérieur a confirmé que c'était effectivement une des priorités de la police nationale de restaurer cette relation de confiance entre la police et la population. Alors, évidemment, la formation a un rôle déterminant, mais pas seulement. Le rôle qui est assigné à la formation, c'est de préparer cet encadrement de la police à cette communication, à ce travail d'échange avec la population. On essaie de le préparer. Alors on a parlé entre nous du recrutement. C'est vrai que dans le recrutement, eh bien, il y a une recherche de motivation chez les candidats qui doit également vérifier qu'il est volontaire pour défendre des valeurs du service public. La police, c'est le service public de la sécurité. Et à ce titre, donc, il y a les valeurs du service public et toutes les conséquences qui en découlent. Dans le cadre des formations, donc, et pour apprendre en quelque sorte aux futurs cadres de la police à se comporter et avoir à la fois un rôle déterminant en tant que chef de service, mais aussi un rôle d'exemplarité, nous lui apprenons non seulement à communiquer, ça a été dit chaque fois, communiquer et expliquer, à la fois à ses collaborateurs, mais à la population dont il est responsable pour les commissaires de sécurité publique notamment, et c'est-à-dire à ne pas craindre d'aller au contact de la population, d'aller recueillir les besoins en sécurité et d'accepter aussi parfois la contradiction, la remise en cause. Ce travail d'explication est nécessaire et nous nous efforçons de lui donner tous les outils de la communication pour effectivement avoir le meilleur dialogue et les meilleurs échanges avec la population dont il est responsable. De la même manière, il est également formé globalement, j'allais dire, au management de ces services, mais c'est important parce que si le chef de service sait l'importance de cette relation police-population, il a aussi le devoir de faire passer ces messages-là et de motiver ses personnels pour que cet échange soit de grande qualité. Or, c'est toute la difficulté. Sur le terrain, l'encadrement n'est pas forcément toujours présent, donc il faut absolument que la formation qui est déclinée dans les services et dans les centres de formation eh bien, soit les lieux de transmission de ces méthodes, de ces valeurs et de cette nécessité de bien travailler et d'expliquer ce qu'on fait. Je vais juste terminer par un élément qui est fondamental, c'est l'apprentissage. Alors,
c'est la déontologie. J'allais dire l'apprentissage de la formation à la déontologie. C'est un point capital. J'ai parlé d'exemplarité, mais pour être exemplaire, il faut non seulement pour un policier respecter la loi, mais aussi respecter sa déontologie. Nous avons un code de déontologie dans la police nationale, qui est d'ailleurs en cours de rénovation, d'actualisation, pour mieux correspondre à nos exigences, aux exigences de notre société. Mais cette déontologie, eh bien, nous essayons de la prendre et de la transmettre au travers d'exercices pratiques, de mise en situation, pour qu'elle colle complètement au comportement, à ce que nous appelons le savoir-être. Nous apprenons le savoir-faire, mais aussi le savoir-être, comment se comporter, qu'est-ce qu'on attend de moi, comment est-ce que je dois me comporter pour pouvoir ensuite faire le travail et la mission qui m'est assignée, qui est effectivement une mission d'assistance, mais qui est également une mission de constat des infractions. Voilà. Merci Madame Martini. Alors je posais la même question au général Loubès, donc, qui représente le directeur de l'EOGN. Qui est le directeur de l'EOGN. Voilà, Je ne le présente pas, je le suis. Oui, qui a tout simplement. Sur cette, au-delà de cette petite précision, j'ai à l'esprit la visite il y a peu de temps de cela du ministre de l'Intérieur devant le Conseil de la fonction militaire gendarmerie, c'est-à-dire une instance représentative de l'ensemble des gendarmes. Et le ministre de l'Intérieur évoquait le code de déontologie, dont vient de parler Mme Martini. C'est pour nous une priorité, ce domaine de la déontologie et de l'éthique est une priorité. Et le ministre tenait personnellement à évoquer ce sujet, et à cette occasion, il a été rappelé que le code de déontologie, c'était bien un recueil, en fait, je lis bien les propos, le recueil de nos valeurs, de nos principes moraux et de notre philosophie d'action. Alors, petit point de philosophie. Notre action consiste en quoi? Je crois qu'il est bon quand même de le rappeler, pour les policiers et pour les gendarmes. L'action principale consiste à protéger nos concitoyens. L'action d'un policier et d'un gendarme n'est pas de se faire plaisir en matraquant, en faisant du chiffre, en faisant du numéro, comme on entend très souvent. L'action du policier et l'action du gendarme est bel et bien de protéger. Le policier et le gendarme sont des citoyens, sont membres d'une société qu'ils essayent, auprès de laquelle ils ont voulu s'engager pour essayer de la protéger dans son ensemble. C'est le maintien de l'ordre, par exemple, mais c'est avant tout, au quotidien, quand il prend son service le matin, le soir, peu importe le moment de la journée, c'est bien ce qui anime le policier ou le gendarme, c'est bien de protéger le concitoyen. Et là, je voudrais donner un exemple personnel que j'ai vécu il y a quelques jours de cela. J'étais dans une réunion d'amis, et un de mes amis me parlait des radars, des nouveaux radars, très discrets, très mobiles, qui sont vus par beaucoup de nos concitoyens comme une pompe à fric, pour faire simple. Alors, au-delà du radar, on a évoqué le problème de la sécurité routière. Et là, il me donnait l'exemple de policiers, donc j'ai pris la défense de mes camarades policiers, il me donnait l'exemple de policiers qu'il avait vu il y a peu de temps de cela, sur un carrefour, protégé par des feux de signalisation. Et le principe était simple, il y avait un policier qui était en civil, et qui prévenait, surveillait le carrefour et qui prévenait une patrouille de policiers en tenue qui, eux, interpellaient les gens qui avaient grillé les feux rouges ou qui passaient le croisement avec un téléphone à la main. Et mon camarade, mon ami, me dit « mais c'est inadmissible, on est fliqué tout le temps, on est suivi, on ne peut plus rien faire, c'est insupportable ». Et là, la question toute bête que je lui ai posée, il est père de famille, je lui ai dit « mais attends, si ton fils, si ta fille se font renverser demain sur ce même carrefour par un individu qui a franchi le feu à la feu rouge, comment te comporteras-tu » Et là, un grand blanc, vous l'imaginez bien. Et ça, je dirais quelque part, c'est assez significatif de cette problématique de la relation de confiance entre forces de sécurité, justice et société. Un individualisme qui a été évoqué tout à l'heure, qui fait que les uns et les autres voient leur liberté, voient leurs problématiques au bout de leur propriété,
mais n'imagine pas qu'il puisse y avoir d'autres menaces, d'autres risques qui puissent les concerner. Et le policier, le gendarme, je vous le répète, sont vraiment là pour protéger les citoyens et pour éviter que l'enfant ne se fasse écraser par l'individu qui aura franchi de manière anormale et non réglementaire bien entendu ce feu protégé, ce carrefour protégé par les feux. Alors, je pensais que ce rappel sur les fondamentaux un peu philosophiques, puisqu'on parlait avec le ministre de l'Intérieur de philosophie d'action dans le code de déontologie, ces fondamentaux me paraissaient importants à rappeler. Nous sommes là pour protéger. Alors, c'est pas pour autant qu'on ne fait pas des erreurs, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des dysfonctionnements dans notre mode d'action. Et c'est vrai que policiers et gendarmes, nous sommes animés, et nous, Madame Martini et moi-même, vis-à-vis de nos cadres officiers ou commissaires, nous sommes animés par cette volonté de toujours trouver des pistes de progrès et faire de telle manière que les dysfonctionnements n'en pas cessent, parce que ce serait peut-être un peu naïf et utopiste, mais en tout cas diminuent et qu'on soit le plus possible en phase par rapport à cette mission de protection, mais aussi par rapport aux attentes de nos concitoyens. Merci, mon général. Alors, monsieur le procureur, monsieur Gély, vous êtes le dernier à prendre la parole autour de ce premier tour de table, on va dire, sur le pourquoi ce problème de confiance. Alors, du côté on a parlé de la sécurité, maintenant du côté de la justice. Je pense que d'abord, on ne peut pas séparer et tronçonner les problématiques en disant d'un côté la sécurité et de l'autre la justice, même si je considère qu'il ne s'agit pas de la même chose et que c'est des temps différents. Mais la première observation que je vais faire, elle est d'ordre général. Est-ce que cette question que l'on pose aujourd'hui est réellement et totalement nouvelle? Cette confiance, cette absence de confiance dans les institutions. Je crois quand même que si on fait, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, vous-même, M. Boulet, que cette question, depuis que vous commencez à vous occuper des victimes, se pose depuis le début. Mais si on se retourne vers l'histoire de notre société française, on peut quand même, à travers de nombreux exemples, retrouver cette question se poser à travers des caricatures de la police, de la justice, à travers toute une série d'écrits sur la défiance qu'il y a à l'égard de ces institutions, qui d'ailleurs, à certains moments et périodes sombres de notre histoire, n'ont pas quand même non plus été particulièrement à la hauteur. Je crois qu'il ne faut pas quand même perdre de vue toute cette question-là, qui crée un climat qui peut avoir aussi encore ses racines, puisque vous parliez de l'arbre de confiance, ses racines dans aussi une histoire des relations entre les institutions et la population. Et puis, il y a aussi un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que les questions de sécurité, de police et de justice sont traditionnellement dans notre pays très instrumentalisées au niveau politique. Et à partir du moment où on met du politique sur ces questions-là, il est évident qu'à un moment ou à un autre, la question commence à être beaucoup plus brouillée que ce que l'on peut imaginer, de ce que l'on peut débattre dans des réunions comme la nôtre. On est quand même un pays en France où les hommes politiques, d'une manière générale, s'occupent beaucoup de questions de sécurité et de justice, ce qui est normal, mais surtout apportent beaucoup de commentaires qui parfois vont bien loin par rapport à leur mission et qui a pour conséquence aussi de créer ce climat. On a bien vu quand même, et on voit régulièrement toute une série d'interventions politiques sur des faits divers qui ne sont pas de nature à alimenter le climat de confiance sur les institutions de la République que sont la police et la justice. Ça, c'est un premier point, je crois qu'il est important quand même d'avoir présent à l'esprit lorsqu'on aborde ces questions-là. Le deuxième point, par rapport plus particulièrement à la justice, évidemment, il ne faut pas là aussi perdre de vue que la justice est par définition un lieu d'insatisfaction.
j'ai rarement vu, moi, des gens sortant avec un immense sourire et avec une satisfaction totale d'une enceinte judiciaire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de situations qui concernent les personnes directement et on n'est jamais satisfait. Lorsque on est victime, effectivement, on estime que ce qui a été prononcé n'est pas suffisant. Lorsqu'on est mis en cause, on trouve que la justice a été particulièrement sévère et qu'elle ferait mieux de s'occuper d'autres personnes qui sont beaucoup plus rotors ou délinquants que soi-même. En matière civile, c'est la même chose. Lorsqu'il y a même des événements de la vie quotidienne, un divorce, j'ai rarement vu des gens sortant d'un palais de justice en sautant au plafond et en manifestant leur bonheur d'être passés devant le juge. Donc il y a toujours aussi cette problématique et qu'il ne faut pas perdre de vue dans notre analyse de cette situation d'inconfiance. Ceci étant, évidemment, ce n'est pas le moyen d'étouffer le sujet et de mettre un mouchoir dessus et de dire tout va très bien, Madame la Marquise. Par contre, il y a effectivement des difficultés, des incompréhensions par rapport à l'action de notamment la justice. Pourquoi cela? Sûrement parce qu'on en attend beaucoup. Et que aujourd'hui, dans une société qui est peut-être, et c'est la caractéristique aujourd'hui de cette société par rapport à d'autres périodes de l'histoire, une société qui est en difficulté, qui est en crise, qui éprouve toute une série de contraintes, même au niveau de la vie quotidienne, dans une société où un certain nombre de régulateurs sociaux se sont affaiblis, voire ont disparu. Dans une société où les idéologies, les utopies se sont dissipées au profit d'un individualisme qui est devenu une sorte de valeur fondamentale, on a tendance à se retourner vers la police, la justice. Tout passe par la police et la justice qui devient une sorte de réceptacle de tous les maux de la société et on attend de la justice à la fin, puisque c'est elle qui va prendre une décision, beaucoup plus que ce qu'elle ne peut apporter. Et je crois que ça aussi, il faut l'avoir présent à l'esprit lorsqu'on aborde cette question de la relation à l'institution judiciaire. Et puis, il y a aussi un problème qui est toujours présent dans ces questions-là et qui rejoint ce que je viens de dire à l'instant sur cette attente très forte, c'est qu'on pense qu'à partir du moment où on est dans une situation où quelqu'un est mis en cause, qu'automatiquement il doit être sanctionné. C'est pas parce que la rumeur ou parce que les gens disent c'est lui qui fait ça, que pour autant il va être sanctionné et condamné. C'est une évidence, parce que sinon on serait dans un système qui ne serait pas le système auquel nous sommes très attachés, qui est quand même un système démocratique de liberté, qui protège les individus aussi. On voit très bien dans les différentes réflexions que l'on peut entendre à l'occasion de réunions de comités d'intérêt de quartier ou d'habitants, auxquels j'ai l'habitude de participer, moins à Nanterre, puisque je viens peut-être d'arriver, mais à Nîmes très souvent, où les gens, effectivement, disent « mais on sait qui c'est, et il ne se passe rien ». Il suffit pas de dire ça, encore faut-il qu'il y ait effectivement des procédures, et puis qui permettent de rassembler les éléments. Et c'est là aussi une question importante, et je crois que c'est une réflexion qu'il faut avoir au niveau le plus politique qu'il soit, c'est que l'important, c'est l'élucidation aussi des affaires. Il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir mettre un nom ou de ne pas pouvoir avoir une explication sur un événement qui s'est produit. Et pour parvenir à élucider les affaires, il y a un vrai choix qui est à faire. Et ce choix-là, pour moi en tout cas, il est clair. C'est que la priorité, ça doit être la police judiciaire. Il faut que nous puissions augmenter de la façon la plus significative, la plus importante, l'élucidation des affaires et donc mettre le paquet sur le judiciaire lorsqu'on sait
que le taux d'élucidation, qui certes a progressé, reste quand même, et notamment dans la délinquance du quotidien, celle qui empoisonne le plus la vie des habitants, d'à peine 10%. Quelqu'un qui est auteur ou délinquant, quand il sait qu'il a 9 chances sur 10 de ne pas avoir à rendre des comptes, bah, évidemment, c'est la première des explications qui multiplient le comportement et conduit à la réitération. Alors il ne s'agit pas là, pour moi, loin de là, d'une critique de l'institution policière, parce que je connais aussi les difficultés auxquelles elle est confrontée, mais c'est un sujet qu'il faut mettre aussi sur la table. J'ajouterai d'ailleurs sur les autres sujets à mettre sur la table les moyens aussi qui sont donnés à l'institution judiciaire et donc au judiciaire au sens large pour réaliser sa mission. Vous savez tous que les procureurs de la République, je peux parler des procureurs de la République parce que je connais bien le sujet, sont quand même parmi les pays européens en France ceux qui ont le plus d'activités, le plus de charges avec le moins de moyens. 3 procureurs pour 100 000 habitants alors que la moyenne européenne est de 10 et que dans certains pays ça va bien au-delà, et alors que les charges qui sont dans l'escarcelle des procureurs de la République est 3 fois plus, voire 4 fois plus que dans les autres pays européens, il n'y a pas de secret, c'est une raison aussi et une problématique dans la confiance que peuvent avoir les citoyens qui attendent beaucoup de l'institution judiciaire, qui attendent beaucoup de leur police, mais qui peuvent être déçus parce que, effectivement, les moyens ne sont pas aussi toujours à la hauteur pour satisfaire cette attente forte. Merci, M. Gély. Je voudrais peut-être rebondir sur un point que vous avez évoqué, certains d'entre vous, qui rebondit également sur l'échange que j'ai eu avec un de nos intervenants qui est proche de table ronde, qui est Pascal Lal. Je ne sais pas s'il est déjà là, M. Lal. Ah, M. Lal. Je me permets d'évoquer un petit peu quelque chose qu'on a commencé à évoquer, que j'ai poursuivi avec nos différents intervenants dans cette phase préparatoire, qui a été évoqué. C'est ce que vous évoquez en parlant de l'histoire, des héritages de l'histoire. En général, vous avez parlé de flicage, propos exprimés par des amis avec qui vous parliez. Et donc je reviens sur un sujet qui me semble tout à fait intéressant, que j'avais pas du tout en tête. Pour élucider des affaires et les résoudre, encore faut-il que, d'après ce que je comprends, moi, des questions de sécurité et de justice, encore faut-il que les citoyens aillent témoigner lorsqu'ils sont témoins de situations délictueuses ou autres. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en France, il semblerait qu'il y ait un vrai problème à se rendre au commissariat pour porter plainte, peut-être plus encore dans des quartiers sensibles. Il y a un sujet autour de ça, et ça a l'air de poser un problème. Et a été évoqué ce terme donc, dans les discussions qu'on a pu avoir, de tabou. Il a été évoqué notamment un dispositif dit de voisins vigilants, je crois, qui a été mis en place. Alors, je n'en connais pas les détails, mais qui visiblement a fait un peu flop, si je puis dire. Et je crois même que les élus locaux qui devaient pousser, promouvoir ce dispositif, beaucoup d'entre eux n'ont pas joué le jeu, entre guillemets, se sont vraiment freiné le système. Et ça amène à se poser un petit peu la question, est-ce que l'histoire, vous avez rappelé M. Gély tout à l'heure, l'histoire douloureuse de la France par rapport à notamment la Seconde Guerre mondiale, Vichy, la collaboration, est-ce que le fait que des citoyens effectivement participent à la justice, enfin l'élucidation de problèmes de sécurité ou de justice en témoignant, alors certains pourraient dire en dénonçant des faits dont ils ont été les témoins, est-ce qu'en France, du fait de cette histoire très particulière, qui est sans doute très traumatisante dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens, est-ce que ça pose un problème particulier? Est-ce que ça fait qu'effectivement, si on va dénoncer quelqu'un, on a l'impression de se retrouver, d'avoir une attitude proche de celle des collaborateurs
de la Seconde Guerre mondiale, plutôt que de procéder à un acte de civisme. Et quand vous utilisez ce terme de flicage, effectivement, est-ce que ça ne révèle pas un petit peu cette curieuse perception qu'on peut avoir en France, mais qui a peut-être des ressorts, notamment dans les racines, qui puisent dans l'histoire, finalement, qui est la nôtre, qui est très particulière, qui est peut-être moins vraie dans notre pays. Qui aurait envie de répondre à ça. Alors, je pense qu'il y a un peu de ça, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a effectivement, on entend, j'irai pas le dire parce que j'irai pas vendre la mèche. Voilà. Mais il y a aussi autre chose aujourd'hui. Il y a cette notion de peur, il faut être très clair. Il y a d'abord la peur de la représailles. C'est-à-dire que moi, une chose que je découvre depuis des années, c'est combien le contact entre habitants, déjà tout court, s'est détérioré. Si je prends de simples troubles de voisinage, simplement votre voisin qui fait du bruit, auparavant, vous alliez sonner chez votre voisin en disant « ça ne vous dérangerait pas de baisser un peu le son, ça irait mieux ». Aujourd'hui, on n'y va plus. On n'y va plus parce que « oh là là, si je fais ça, demain, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et cette peur de représailles, des fois toute simple, fait qu'on dit « je vais aller voir le gardien » et puis il y a intérêt à ce que ça s'arrête. Donc déjà, il y a un comportement individuel, par peur de représailles, qui fait que je ne me mouillerai plus jamais dans ces affaires-là. Je vais aller voir quelqu'un qui... Donc là, aujourd'hui, pour nous, dans les troubles de voisinage simples, on s'aperçoit qu'on n'a même plus la capacité d'aller au-devant de son voisin, qui a peut-être la même vie que vous, la même difficulté que vous, parce qu'on ne sait jamais. Et ça, je voudrais insister, parce que non seulement en termes de relations individuelles entre voisins, c'est très lourd, mais ça vous dit aussi ce que ça peut entraîner en collectif. Donc c'est peut-être le premier point sur lequel je voulais insister. Donc il y a effectivement ce que vous disiez sur l'histoire, mais il y a aussi ça aujourd'hui. On a peur de son voisin, on ne sait jamais ce qui. Ce qui sous-entend que, après, si je monte d'un degré et que je vais dans le collectif, et que l'on veut faire une réunion avec les habitants en disant « on va évoquer avec vous les difficultés que vous vivez sur les incivilités, avant même de parler d'insécurité, pour essayer de trouver des solutions ». Eh bien, même aujourd'hui, dans ces réunions collectives, on est dans un débat qui est plus ou moins faussé. Parce que, je ne vais quand même pas leur dire ça, parce que pour peu que dans la salle, il y ait des trucs qui fait que, après tout, j'irai pas. Donc, on arrive à des réunions où on veut crever les abcès pour essayer, avant même de charger, j'allais dire, les services de police, essayer de dire dans notre propre métier, comment pouvons-nous, par le relationnel, essayer de traiter des choses qui sont de l'ordre du vivre ensemble. On n'arrive plus, parce qu'il n'y aura rien dans la réunion, et après on viendra vous voir en disant « vous savez, il faut que je vous dise, en fait, ça ne se passe pas très bien dans l'entrée 4 ». Et on a dit « attendez, pourquoi on ne l'a pas évoqué ?»« Ah oui, mais il y avait machin, donc vous comprenez, moi, j'ai pas envie. » Ça, c'est un phénomène sociétal, aujourd'hui, qui est extrêmement important, et qui, quelque part, contribue à ce climat, je ne vais même pas dire d'insécurité, mais de dégradation du vivre ensemble, qui fait qu'on ne va pas dire bonjour à son voisin parce que peut-être que... Bon, donc ça, c'est assez catastrophique, parce que ça crée en plus cette solitude qui est encore plus forte, et qui fait qu'après, on devient de plus en plus vigilant et irascible dès qu'il nous arrive quelque chose. Ça, c'est peut-être la première chose que je voulais développer. La deuxième chose que je voudrais développer, et je le dis sans aucune acrimonie vis-à-vis des forces de police, mais quand on parle de la plainte et qu'on dit « il faut aller témoigner », je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble sur cet environnement de la plainte. Hein. Vous savez, nous on dit à nos gardiens, pour essayer de construire le vivre ensemble et de poursuivre, si vous-même vous êtes agressé, veuillez jouer votre rôle de citoyen, allez vous aussi déposer plainte. Bon. Et vous imaginez, les gardiens qui très souvent dorment sur place disent « attendez, je vais déposer plainte vis-à-vis d'un locataire, mais moi demain, mon môme à l'école il se fait tabasser, mon épouse elle en prend un coup, et même moi dans mon propre travail. » Donc il y a aussi cet aspect-là qui est à bien comprendre. Et peut-être le dernier aspect, pour faire peut-être le lien entre police et justice, c'est que, j'ai envie de dire, les personnels des bailleurs sociaux, ils sont formés à la sécurité, ils sont aussi de plus en plus, on essaye de les préparer à ces enjeux-là. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner la BAC plusieurs fois pour comprendre un peu ce qui se passait et me dire, et je me suis mise dans la peau de mon gardien le lendemain matin, du quartier où on avait tourné toute la nuit, où on avait fait 14 gardes à vue dans la nuit, mais surtout où les habitants n'ont pas dormi de la nuit par les gyrophares, le bruit, et on a vu donc des gamins courir partout. Mais c'est surtout
une population qui à un moment n'a pas dormi parce que vous avez fait votre travail, parce qu'il y a un travail d'ordre qui est fait. Mais le retour effectivement des habitants n'est pas forcément de dire « Ah, ils ont fait leur boulot cette nuit, super », c'est de revenir vers un gardien en disant « Ouais, on n'a pas dormi, puis en plus l'entrée est sale ». Donc, si vous voulez, ce qui est très compliqué, c'est effectivement entre ce qu'on cherche à faire et autre. Et si le gardien ne peut pas dire « Oui, mais vous savez, cette nuit, il y a eu une opération importante pour essayer d'améliorer la sécurité », on ne peut pas se comprendre. Ce que je veux dire, c'est que si nous ne communiquons pas, mais si je me permets, dans les deux sens, c'est-à-dire que très souvent, on vient nous chercher, on vient voir les gardiens en disant « on a besoin de renseignements complémentaires ». Et j'ai envie de dire « et plus vous venez voir mon gardien en habit pour avoir des renseignements, et moins il vous en donnera, parce qu'il est en danger ». Et là, je reviens à ce que vous disiez, là il devient une balance. C'est-à-dire qu'on revient dans l'historique. Ah, il dénonce, donc c'est pour ça qu'on vient le voir. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, de renvoyer, si je peux me permettre, à la police, venez nous voir, mais pas sur le terrain. Et n'allez pas voir nos gardiens, parce que si vous voulez que nous gardions nos gardiens, il faut les préserver sur cet enjeu-là. Et ça, c'est essentiel. Et le deuxième point, que nous donnions des informations pour faciliter des procédures, pour faciliter des repérages, on sera toujours là. Mais est-ce que nous ne sommes pas capables de comprendre quand vous nous donnez des informations pour expliquer ce qui se fait, pour expliquer, je le disais tout à l'heure, la temporalité. Oui, ce sera long, mais l'affaire est en cours. Oui, ce sera long, mais sachez qu'on est dessus. Pouvoir dire à des habitants, non, non, quand le panier à salade est revenu avec les 2 délinquants qui étaient partis, c'est pas fini cette affaire-là. Parce que l'image de l'habitant, c'est quoi? Ah ben voilà, ah ben c'est bien ça. Nous, on a osé dire, ils sont partis dans le panier à salade, ils reviennent 2 heures plus tard. Donc tout ça, ça a servi à rien. Et si on ne peut pas être les relais de ce qui se passe dans les affaires de police, et dans ce qui se passe dans les affaires de justice, pour dire l'affaire n'est pas terminée, elle est en cours. Et vous pensez bien que le délinquant concerné, il ne va pas faire de la publicité sur ce qui lui est arrivé au commissariat. Mais si vous voulez nous aider, aidez-nous. Et plus on pourra avec vous communiquer softement, mais de dire on ne lâche pas l'affaire. Je crois qu'il faut montrer aux habitants que cette temporalité, elle a du sens et que le but au final, c'est quand même bien de résoudre des affaires. Voilà ce que je voulais dire. Alors, merci Madame Gueffry. Alors, vous évoquez, je vous pose une dernière question, je passerai la parole à la salle, tout de suite, juste après pour une question, mais je voudrais quand même demander, là, vous évoquez, au travers de ce dernier propos, cet enjeu qui fait partie de ce atron de confiance, qui est cette notion de co-responsabilité, de coopération, d'émulation. Pardon. Est-ce que cette coopération sur le terrain, sur le territoire, concrètement, au plus près des citoyens, des habitants, est-ce qu'elle se réalise suffisamment aujourd'hui ou non entre les élus locaux, le maire, les bailleurs sociaux, les gardiens d'immeubles et les représentants donc, des bailleurs sociaux, les policiers, les magistrats ou les gendarmes, enfin les policiers ou les gendarmes, les magistrats, l'éducation nationale, enfin bref, les différents acteurs de terrain. Alors il y a des instances qui existent, qu'on appelle, alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas les CLSPD, tout un tas d'acronymes, d'organismes ou de groupes qui ont été structurés. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Au-delà des structures, est-ce que ça vit vraiment? Est-ce que la confiance existe entre les participants de ces instances qui visent à justement créer ce dialogue sur le terrain? Je veux dire quelque chose de très simple, c'est les structures fonctionnent en fonction des hommes. Bon, déjà, si vous avez le procureur, le commissaire, le maire, le bailleur, mais pas le 4e couteau, si je peux me permettre, mais les décideurs. Et si chaque décideur est prêt à, alors vous pouvez faire. Dès qu'il manque un acteur, déjà tout se complique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on évoque les CLSPD, trop souvent, on nous dit « Ah oui, mais attendez, on est 150. » Alors à 150, on dit plein de banalités, mais on ne traite pas les choses. Alors après, il y a ce qu'on appelle les cellules de veille. Les cellules de veille... Pardon, les CLSPD, pour ceux qui... Alors, c'est le comité local de prévention de la délinquance. Hein. Et vous avez le GLTD, qui est le groupe local de traitement de la délinquance, qui est là l'outil du procureur, hein, et qui le met en marche sur un point précis et qui l'actionne quand ce point est résolu. Hein, donc il n'a pas la permanence qu'a le CLSPD.
Par contre, nous croyons davantage à ce qu'on appelle les cellules de veille, qui sont généralement des plus petites unités et qui sont plus adaptées, j'allais dire, à une problématique de quartier. Mais encore une fois, ce sont les hommes qui font les instances. L'instance existe, trouvons les hommes pour pouvoir le faire. Parce que les cellules de veille, quand elles sont bien ciblées, bien adaptées, elles donnent de réels résultats. Quand elles ne le sont pas, ou quand on est sur des grandes séances, alors les choses ne se disent pas. Alors, c'est aussi la vraie question de ce qu'on appelle le secret partagé. Soyons bien d'accord sur le secret partagé. Je pense qu'on est quand même à un niveau aujourd'hui de responsabilisation des personnes qui ont à gérer ce type de difficultés pour se dire qu'on est en capacité, et là je dis principalement pour les bailleurs qui se sont plus organisés avec des référents sécurité formés, sont en capacité de comprendre ce qu'est une affaire et surtout en capacité d'être le relais et la compréhension de cette temporalité qui est si difficile à faire comprendre aux habitants. Merci Madame Tiffry. Alors je vais passer la parole à la salle. Qui voudrait intervenir? Madame. Vous pouvez vous présenter. Bonjour, d'abord merci pour votre invitation et des interventions. Je suis Claudine Bansette, je travaille au Conseil national des villes, je coordonne les travaux sur la réduction des violences, la prévention et le traitement de la délinquance. Et la raison de ma venue, c'est qu'on prépare des auditions, je suis heureuse que M. Lal soit là, puisque je vais pouvoir en discuter avec lui après, sur l'amélioration des relations police-population et sur une première évaluation des premières zones de sécurité prioritaires en regardant, parce qu'on a fait beaucoup de préconisations au gouvernement en termes de gouvernance, de voir si ces principes sont présents dans les zones de sécurité prioritaires. Et voilà, et surtout de voir quelles sont les orientations premières qui sont données. Alors, je pense que vous disiez première, je voudrais avoir, en vous écoutant vos 7 principes, ceux de votre art, voilà, je me disais, mais en fait, ce qu'on entend, c'est quand même la démocratie. Hein, c'est les principes d'éthique, de professionnalisation et de puissance publique, non pas dans l'autoritarisme des institutions, mais dans leur capacité à régler les questions d'une manière collective et dans le sens de l'intérêt général, tout en respectant les intérêts particuliers. Je pense que si évidemment il y a aujourd'hui des questions... Alors vous disiez la question de la confiance, c'est pas nouveau. Monsieur Delevoye, je crois pendant les assises de la formation du policier, qui a fait un exposé remarquable, disait qu'en tout cas la défiance, le taux de défiance est extrême, et donc ça ne pose pas de problème police-justice. Il donnait l'exemple de la défiance des citoyens, des résidents français vis-à-vis des partis politiques. 14% des personnes ont confiance. Hein, c'est un taux qui n'a jamais été aussi faible, semble-t-il. Moi, il me semble, alors en vous écoutant, je me disais qu'il y avait quelques questions qui n'étaient presque jamais abordées professionnellement, mais qui sont très importantes. Je pense que la première, c'est Monsieur Delarue, le contrôleur général des lieux privatifs de liberté, qui en parlait l'autre jour. Il disait qu'il n'y a plus de face-à-face entre le professionnel et le citoyen. Et ce face-à-face, alors il parlait lui évidemment des prisons nouvelles, etc., en montrant à quel point la déshumanisation, on préférait finalement être dans une prison insalubre que dans une prison moderne, parce qu'il y avait plus de relations humaines, avec les gardiens évidemment. Je pense que c'est une question principale. Et cette relation, elle est réelle aussi avec les personnels. Hein. Je pense que on pourrait comprendre qu'on comprendrait mal qu'il y ait plus d'attention portée aux auteurs que portée aux gardiens, par exemple, qui sont souvent dans les maisons d'arrêt, dans des situations professionnelles extrêmement tendues, extrêmement compliquées. Et donc ça, je pense que c'est une question. Et l'empathie avec les sujets qu'on a à traiter. Ça, il me semble que c'est des questions qui sont manquantes. Alors, la deuxième question, c'est le travail collectif. Moi, je suis très souvent... je suis sociologue d'origine, j'ai fait beaucoup d'enquêtes, notamment avec des policiers dans des commissariats. Quand je leur demandais si on faisait des débriefings, entre guillemets, ils me regardaient en pensant que je regardais un petit peu trop les films de détectives britanniques, notamment. Le travail entre policiers, entre équipes
enfin je dis policier, mais on pourrait l'utiliser pour beaucoup d'autres institutions, n'a pas lieu, n'est pas une habitude. Hein. Et ça empêche d'avoir une analyse, je dirais, qui sort du cas par cas pour arriver à une perception plus collective et plus générale. Il y a un troisième point, c'est la question de la résolution de problèmes. C'est vrai que moi je suis très amoureuse du Canada et des Québécois en particulier. La police canadienne a fait une révolution il y a plus de 20 ans sur beaucoup d'éléments, beaucoup de virages. Mais cette question de la résolution de problèmes et de la manière dont on donne la capacité à tous les niveaux de hiérarchie, hein, Claire Thieffry parlait de raison, enfin qu'il fallait que les décideurs soient présents. Moi, je pense qu'il faudrait aussi que les personnels de première ligne ils soient présents dans des relations collectives et qu'on respecte bien la connaissance d'usage extrême qu'ils ont pour pouvoir décider. Et puis le dernier point que je voudrais souligner, c'est le rendu compte. Je pense qu'on est dans nos institutions, alors on parlait d'un tabou, hein, on n'a pas l'habitude de rendre compte. Alors je sais que bon, la reine fait des rapports, je veux dire, un discours annuel, etc., etc. On pourrait penser que les maires fassent chaque année un discours sur leur politique, leur puissance municipale. Ça pourrait être vrai aussi des services publics. Et puis je pense, dernier point, le recours. Il n'y a pas beaucoup de lieux de recours. Quand on estime, alors il y a la HALD, etc., bon, il y a les députés, etc., mais c'est pas une dimension qu'on porte beaucoup. Et je voudrais donner juste 2 exemples sur les changements. Je finis. Hein, mais Monsieur Boulet, dans le Passe-Muraille, j'ai lu un de vos articles, vous disiez, ça m'a beaucoup surprise parce que j'ignorais, que dans les prétoires, il n'y a pas la place des victimes. Hein, c'est que très souvent, les victimes sont dans le public. Hein, et voilà. Bon, et ça m'a surpris. Je me suis dit, mais c'est presque rien à faire. Mais c'est énorme en termes de considération et en termes de place donnée. Hein. Et puis la protection des victimes, là aussi, je voulais revenir, vous parliez de représailles. Au Canada, les policiers, ils sont chargés de la protection des victimes. Ils sont au courant, dans leur voiture de patrouille, de toute sortie de peine, hein, alors c'est pas forcément sortie de prison, de tout ce qui sont, toutes les, comment dire, les conditions secondaires, ne pas s'approcher de la victime, pas intimider, pas éviter après. Et ils sont chargés de faire réaliser ces dispositions. Et je pense que ça, c'est un élément qui ne fait pas très cher. Une question, et voilà. Je pense que sur la confiance, ça joue beaucoup. Oui, bonjour. Hakim Chalan, je suis chargé de mission à Paris Habitat. Je voudrais prolonger avec Mme Claire Thieffry sur la question des quartiers d'habitat social. Pour dire un mot, c'est qu'effectivement, ces quartiers d'habitat sociaux concentrent les effets de la crise. Et pour le personnel de proximité, comme le disait Madame, ils sont confrontés chacun dans leur corps de métier. Et pour ce que vous représentez, l'institution, et pour nous, c'est plutôt un peu plus classique, c'est-à-dire des opérateurs urbains plus au contact des locataires, d'une fonction plus gestion locative, à de véritables difficultés. Et pour un mot, parce que vous avez lâché les conseils locaux de sécurité de prévention de la délinquance, je fais un peu comme monsieur le procureur, je ferai appel à l'histoire, mais beaucoup plus récente. C'est vrai qu'on parle d'une période ou d'une autre, il y a eu un dispositif un peu révolutionnaire qui n'a pas pu être porté sur les fonds baptismaux pour des raisons d'alternance. Donc c'est vrai, quand on dit que les politiques ont des responsabilités, c'est vrai que la continuité, malheureusement, elle existe dans les textes, mais pas dans les faits. Je parlais de la police de proximité. Parce que même si elle a été mise en place d'une certaine façon, c'est-à-dire un peu précipitamment, mais il fallait aller vite, hein, c'est vrai que derrière, il n'y a pas eu de continuité. Alors je ne dis pas qu'il y a un modèle plus qu'un autre, puisque les UTEC ont été aussi une résurgence de la police de proximité, mais elle avait un vrai enjeu. Alors là, je dirais un mot pour ne pas être trop long, comme le disait Madame, la community policing, avec 2 visages, le visage new-yorkais, que je l'abandonne tout de suite, et puis le visage canadien. Alors sans importer des modèles qui ne ressemblent pas, puisqu'on a un beau modèle, et je crois que c'est le colonel de gendarmerie qui le disait, on a notre philosophie, qui est un modèle républicain et qui se suffit largement à lui-même, c'est quand même le rapprochement avec la population, et puis Madame le disait très bien, avec les acteurs de terrain. Alors j'ai eu la chance, avant d'être à Paris Habitat, de travailler à la ville de Cergy. Il y avait ce qu'on avait monté, un guide des référents de proximité, c'est-à-dire des personnels des services techniques, des personnels des dispositifs de justice de proximité, parce qu'on parle beaucoup de la police, mais je crois que l'un ne va pas sans l'autre, parce qu'effectivement, la justice, avec les faibles moyens qu'elle a,
essaye d'investir, et c'est vrai que la justice de proximité, c'était un retour de la confiance, rendre lisible la réponse judiciaire, et aussi rendre compréhensible le travail de la police. Parce que la difficulté, c'est l'appréhension d'un individu, et puis après, ça échappe au service de police, parce que ce qu'on oublie beaucoup, c'est que les policiers obéissent d'abord à 80% aux ordres du procureur de la République. Donc les citoyens ne le savent pas. Donc ça, c'est aussi un autre écueil qu'on a avec nos gardiens d'immeubles, nos locataires, c'est qu'ils oublient que la police a son travail d'investigation, mais que la main, pour des raisons de démocratie, je vous rejoins tout à fait là-dessus, c'est comme la justice qui a ce travail-là. Donc moi, je pose une question simple. Qu'est-ce qu'on fait des dossiers qu'on enterre ? Et police de proximité à une époque, UTEC à un autre moment. Donc là, il y a quand même deux pans différents de l'hémicycle national qui se sont là retrouvés là-dessus. Je pense que pour l'École nationale supérieure de la police, il y a un vrai travail à faire là-dessus, de traduire ce concept de community policing avec 5 piliers que je ne rappelle pas ici, ça serait beaucoup trop long, mais justement où la police canadienne, malheureusement pour nous, depuis des années, comme en Angleterre, travaille à un rapprochement. C'est-à-dire que le policier n'est pas le représentant d'une institution avec des modes de travail différenciés qui fait que c'est un professionnel qui ne peut pas expliquer son travail. Je crois qu'il faudrait l'ouvrir largement parce que c'est ça, à mon avis, le véritable problème. Et moi, je lance le dire, il y a aujourd'hui un véritable divorce avec nos concitoyens, mais aussi avec d'autres professionnels. Même si Evry le dit, il y a des bailleurs, nous on a les moyens financiers, on a des référents. Moi, mon métier de base, je suis urbaniste, donc j'ai dû m'acculturer. Donc je pense que, et là j'en terminerai là, la confiance passe aussi par l'acculturation, c'est-à-dire aller plus vers nous, j'oserais un terme, allez-y franchement et de manière très démocratique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on parle très librement, peut-être des injonctions que l'État vous donne. À une époque, c'était faire du chiffre, avec les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire que les chiffres que vous donnez ne correspondent pas à la réalité de terrain, et qui creusent le fossé et creusent le divorce. Merci, monsieur. Alors, qui a envie d'intervenir ? Je vais rebondir pour démarrer sur l'invitation que vient de nous faire monsieur, nous disant, à nous, policiers et gendarmes, venez plus vers nous. Je saisis votre invitation au vol et c'est ce que nous essayons de faire, bien ou mal, mal certainement, ou en tous les cas pas très bien, et en tous les cas pas assez bien. Mais je lance également une invitation, venez les différents professionnels vers nous également. Madame, nous avons déjà, nous sommes intervenus, nous avons travaillé dans différentes cercles et réunions ensemble. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, beaucoup apprécié, mais j'aurais quasiment pu tout dire. Mais notre quotidien est très proche finalement. Le problème central aujourd'hui, en tous les cas dans notre société, c'est certes les relations d'institution à institution, mais pas seulement les institutions de l'État, les collectivités territoriales, mais les entreprises, les bailleurs sociaux. Bon, voilà. Mais c'est peut-être au-delà encore la relation personnelle et interpersonnelle. Les commissions, les comités, ça existe. Vous le disiez, ça fonctionne parfois, ça ne fonctionne pas d'autres fois, parce que tout simplement, ça repose sur des hommes. Voilà. Bon. Mais un comité, une réunion, quelle qu'elle soit, ça a un début, ça a une fin, et ça fonctionne par intermittence. La question de la confiance, c'est quelque chose qui doit être traité sur la durée et sur la permanence. Et c'est véritablement la question, non pas de spécialistes, mais la question générale entre les forces de l'ordre, nos collègues et camarades gendarmes et nous-mêmes, et la population, et l'intégralité de la population, et nous-mêmes, dans les deux sens. Sans oublier, évidemment, la justice. Alors, c'est à la fois des techniques mises en œuvre, mais c'est aussi un état d'esprit dans lequel on intervient. État d'esprit du policier ou du gendarme, mais également état d'esprit et valeurs partagées parmi la population. Et
j'ai le sentiment, j'en terminerai avec ça, que la méconnaissance mutuelle, ou parfois, presque parfois une certaine volonté de ne pas connaître, fait qu'effectivement, on ne comprend pas, et si on ne comprend pas, on ne sait pas comment on fonctionne, on n'ose pas aller vers l'autre, et par voie de conséquence, ça ne fonctionne pas ou pas bien. Les dispositifs, alors on a tous des références, étudiées, regardées, observées, analysées. Nous sommes allés voir des fonctionnements à l'étranger, des policiers, des sociologues, des pays voisins occidentaux sont venus voir comment ça fonctionnait chez nous. Alors ensuite, chaque collectivité fonctionne avec sa culture et fonctionne avec ses codes. Alors là aussi, ce qu'on essaye de plaquer des fois ne peut pas marcher parce que tout simplement, on n'a pas la même culture, on n'a pas le même vécu. Voilà. Mais la vraie question centrale, je crois que c'est la question du comportement et de ce que l'on a dans la tête, entre les oreilles, individuellement, nous tous, les uns et les autres. Juste une petite question complémentaire. Là, vous parlez d'un mot fort. On a parfois même la volonté de ne pas dialoguer avec l'autre. Qu'est-ce qui peut faire qu'on en arrive là? Volonté de ne pas connaître, de ne pas fréquenter, de ne pas être dans l'échange avec le partenaire, le potentiel partenaire. Mon mot a été peut-être un petit peu fort pour marquer les esprits. Enfin, il a été volontairement fort pour marquer les esprits. Quand je dis volonté, je pourrais aussi dire, par exemple, réaction épidermique. Ah ben, il ne me comprend pas. Personne, le policier, les policiers, les gendarmes ne m'ont pas compris, ne m'ont pas. Eh bien, c'est fini, je n'irai plus au contact, c'est fini, je ferme les écoutilles. Ou quand on est policier ou gendarme, ah ben, je n'arrive pas à créer le lien, pour une raison que je n'ai pas identifiée. Non. Ah ben, ou je vais faire différemment, ou je vais aller voir ailleurs. Voilà. Oui, je voulais quelque chose rebondir parce que la formation là-dedans a un rôle, pour le coup, capital. Alors, je le pense. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les écoles, d'une manière générale, on essaie d'ouvrir les portes et de faire venir des représentants des associations de victimes, des bailleurs. Enfin, je pense à titre personnel que cette connaissance de l'autre, cette acculturation en quelque sorte, cette appropriation des territoires, elle est nécessaire et elle doit faire partie de la formation des policiers. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les commissaires de police, avant de prendre leur premier poste, quand ils sont en formation initiale, ils vont dans leur futur poste, ils ne sont pas en charge, ils ne sont pas en responsabilité, mais ils ont simplement comme mission de découvrir la population avec laquelle ils vont travailler, leurs interlocuteurs, aller à leur rencontre, aller se présenter. Et ce travail-là, il est fondamental et il est capital pour la suite. Tout au long de la formation, y compris continue, la formation permanente, on essaie d'ouvrir et de faire en sorte que les cultures et les cultures professionnelles, les représentants d'horizons différents se rencontrent, parlent, fassent des séminaires et des stages communs, parce que dans la formation, il n'y a plus l'enjeu de terrain et on peut se parler. Dernier point sur les exemples étrangers. Il faut absolument qu'on tienne compte de notre réalité nationale. Notre problématique de la relation police-population n'existe pas dans les autres pays, ou du moins pas de cette manière-là, et même si ces pays-là continuent néanmoins de travailler sur le comportemental, ça c'est clair, le comportement du policier va être déterminant dans la mesure où il ne doit pas être un facteur d'aggravation d'une situation, mais au contraire une maîtrise, enfin un facteur de pacification, de prise en compte de situations. Et vous parliez, madame, de la résolution de problèmes. On est allé s'inspirer des Canadiens pour l'adapter à nos modèles de formation. Voilà ce que je voulais dire. Madame Martini, deux petites questions complémentaires par rapport à ce que vous venez de dire. La première, c'est... nos réflexions, c'est... Là, vous représentez les commissaires.
Et les officiers de police. Et les officiers de police. Maintenant, les citoyens, eux, ils sont au contact des agents, dans des milliers d'agents. Est-ce que cette culture du contact, de la relation, de l'écoute, de la confiance que vous essayez d'instaurer à un certain niveau hiérarchique, comment est-ce qu'elle peut, je dirais, circuler jusqu'au terrain? Première question. Et puis la deuxième, simplement, et je signale que vous êtes, je crois, la présidente du réseau des écoles européennes, oui, des académies européennes de police. Donc vous avez effectivement ce regard international. C'est ma deuxième remarque ou question. Est-ce qu'effectivement ces problèmes que l'on évoque ici, de confiance entre citoyens et police, dans les deux sens, des policiers vis-à-vis des citoyens et dans l'autre sens, est-ce que vous l'avez entendu se poser de la même manière dans les autres pays que vous côtoyez? Alors, pour répondre à la première question, les écoles de police de gardiens de la paix sont également ouvertes. Elles ont le souci de former le policier au contact et à l'approche. Maintenant, c'est ce que je disais précédemment, c'est aussi de la responsabilité du chef de service. C'est à lui qu'incombe de motiver ses personnels pour aller vers la population et les personnes qui habitent sur le territoire. Deuxième réponse, sur l'international, c'est vrai que les autres polices ne sont pas confrontées, enfin n'ont pas ce problème-là, et la population d'une manière générale est plus coopérative, on va dire. Elle considère que la police est à leur service et donc fournissent des informations et sans revenir sur ce que vous avez dit, madame, mais ce qui est tout à fait justifié, il est clair que peut-être nous avons à réfléchir sur le moyen de faciliter cette communication. Et c'est pas par hasard si la police s'intéresse maintenant aux réseaux sociaux en utilisant des modes de communication qui sont peut-être plus modernes, qui sont plus faciles et qui ne sont pas, alors effectivement, une relation de face à face, de contact, mais qui néanmoins doivent faciliter l'accès. L'après-plainte en ligne, le directeur de la sécurité publique, M. Lal, en parlera, mais ça a aussi vocation à faciliter les démarches, à rendre ce lien avec la police plus facile. C'est aussi là-dedans que ça s'inscrit. D'accord. Est-ce que... Bien entendu, ce qu'évoquait Mme Martini, nous essayons nous-mêmes de l'appliquer à la deuxième force de sécurité, qui est la gendarmerie, sachant que nous croyons beaucoup à cette proximité des échelons de commandement locaux que l'on évoquait, même s'il est vrai que vous avez tout à fait raison qu'on ne doit pas s'arrêter au seul patron, il faut que tout le monde soit imprégné de cet état d'esprit fondamental. Nous croyons beaucoup à l'action, à l'ouverture des échelons locaux vis-à-vis des partenaires. Et c'est ma priorité en tant que directeur de l'école des officiers de la gendarmerie que de justement former les futurs cadres officiers de la gendarmerie à cette dimension. Et lorsque vous disiez tout à l'heure qu'il faut absolument que tous les acteurs soient présents, ça me paraît absolument fondamental. Tous les acteurs doivent être présents. Et je pense notamment aux responsables municipaux, qui parfois ne sont pas représentés à un assez bon niveau pour justement, ensemble, essayer de trouver des solutions. Alors, il nous revient à nous, effectivement, de tenir informés les responsables municipaux, les maires, leurs adjoints, vous avez raison, le rendu compte est nécessaire et fondamental, mais il n'est pas suffisant. Il faut absolument qu'il y ait un investissement, une prise en compte de la dimension sécuritaire de la ville pour justement essayer de juguler tous les petits phénomènes d'incivilité notamment. Vous savez, ces tags, les abribus détériorés, détruits et autres. Il faut absolument que toutes ces petites incivilités soient prises en compte. Et là, ça n'est pas du ressort de la justice, parce qu'on est dans la toute petite infraction, mais qui est répétée, crée une situation insupportable pour les uns et les autres. Alors ça, c'est ma première remarque. Je voulais revenir sur un élément que j'avais légèrement évoqué, mais qui a été repris ensuite, c'est la culture du chiffre. La culture du chiffre qui peut paraître, pour la population, être une démarche de management au sein des forces de sécurité.
chaque fois, on est obligé d'expliquer, de faire comprendre qu'on ne cherche absolument pas à faire du chiffre sur la sécurité routière ou sur le reste. Bon. Néanmoins, on le sait très bien, un système légal a été mis en place par le législateur, et ce système, il faut le faire appliquer. Ce ne sont pas les magistrats qui nous diront le contraire, il faut le faire appliquer. Et pour le faire appliquer, il est clair qu'il y a un certain nombre d'efforts qui doivent être menés. Monsieur Joly le disait bien, il faut absolument travailler sur l'élucidation, ça c'est fondamental. Et c'est aussi la démarche dans laquelle nous engageons nos cadres. Faire de telle manière que les personnels qui sont en première ligne s'engagent dans une démarche globale qui est voulue par le législateur, qui est voulue par le magistrat. Nous ne pouvons pas laisser les gens aller simplement discuter, dialoguer avec les uns et les autres. Il y a forcément une démarche répressive. Mais ayez bien à l'esprit que cette culture du chiffre ne nous anime pas. Elle ne nous anime absolument pas. Et en tout cas, c'est le sens que nous donnons dans nos écoles de formation de cadres, policiers et gendarmes, à nos futurs responsables, qui consiste à dire, vous avez besoin de chiffres pour manager vos unités, ça c'est fondamental. On ne peut pas manager à vue, ne pas avoir de tableau de bord quand on est patron. Il faut un tableau de bord, il faut avoir des chiffres à vue, mais il ne faut surtout pas diriger uniquement avec ces chiffres. Les chiffres doivent être des indicateurs qui nous permettent de savoir si telle ou telle entité fonctionne bien. S'il n'y a pas quelque chose d'anormal dans telle et telle entité, et dès lors que l'indicateur se met au rouge, à ce moment-là, on va essayer de comprendre avec le responsable local, avec le gendarme, avec le policier, le gardien de la paix, avec le cadre, on va essayer de comprendre pourquoi effectivement l'indicateur est au rouge. Pourquoi tel gardien de la paix, tel gendarme, tel OPJ ne prend jamais de garde à vue, par exemple? Est-ce que c'est normal qu'un OPJ ne prenne jamais de garde à vue, ne fasse jamais de garde à vue? Est-ce que c'est normal? Peut-être, mais ça, il faut qu'on le voit avec eux. Mais en aucun cas, on dit aux gens, allez-y, matraquez, je veux X garde à vue, je veux X timbre amende, voilà votre objectif. Par contre, un motocycliste de la police de l'armée qui ne ramène jamais, excusez-moi du terme, qui ne ramène jamais un timbre amende, c'est-à-dire qui ne ramène jamais l'infraction, là aussi on peut se poser des questions. Est-ce qu'il est vraiment dans une démarche de prévention efficace, et là il faut être capable de mesurer, ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne fait pas le métier pour lequel il est payé? Voilà, donc pas de culture du chiffre, en revanche le chiffre est nécessaire, on a besoin du chiffre pour aider les patrons à diriger leurs unités. Et dernier point sur le chiffre, aujourd'hui nous mesurons quoi? Nous mesurons au plan politique, au plan local, au plan national, nous mesurons quoi? Nous mesurons la délinquance constatée. C'est un outil qui date de plusieurs décennies, qui s'appelle la KPI1 ou les 107 index, qui nous permet de mesurer la délinquance constatée. Il faudra certainement, je sais que ça fait l'objet de réflexions profondes, mais qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre, il faudra certainement mesurer autrement la délinquance, et notamment mesurer certainement le sentiment de sécurité ou d'insécurité, ou autrement dit le taux de satisfaction de la population par rapport à l'action des services de police, de gendarmerie ou de justice. Mesurer peut-être la confiance. Voilà, exactement, mesurer la confiance. Et je sais que ça se fait, des expérimentations ont été menées localement. Il faudrait certainement aller plus loin dans ce qui est fait pour avoir quelque chose de plus objectif que ce que j'entendais tout à l'heure, qui me paraissait quand même, madame, excusez-moi, qui me paraissait quand même un petit peu exagéré. Bon, merci. Oui, en fait, moi, je viens en tant que citoyenne française, on va dire, et je voulais dire à M. Joly, justement, à ma grande surprise, j'ai été étonnée une fois, justement, à la télévision, de voir une femme qui était souriante, heureuse, manifestement contente de la décision qui avait été rendue enfin pour elle, et en fait, il s'agissait d'une veuve dont le mari s'était suicidé en lien avec le travail. Et j'étais stupéfaite que cette femme qui était allée pendant des années, avait fait des recours... faire reconnaître le suicide de son mari dans le cadre du travail, que là, justement, alors qu'elle était veuve, elle restait veuve, elle était capable de sourire. Donc ça peut arriver de sourire. Sinon, au sujet du problème du partage des informations, je voulais savoir justement, ça a interpellé entre guillemets au sens psychologique beaucoup de gens, quel est le partage des informations justement, par exemple un des cas que vous avez été amené à suivre, quand il y a eu un acte grave commis par ça peut être un mineur, et que donc, quand il cherche un autre hébergement en tant qu'élève, quel est le partage d'informations pour les directeurs
des écoles dans lesquelles il doit être hébergé, justement. Est-ce que vous pourriez dire qu'est-ce que la police et la justice peut dire comme information quand un enfant va être hébergé au milieu d'autres filles et garçons, par exemple, pour sa scolarité? Que dit la loi? Le directeur de l'établissement, qu'est-ce qu'il a le droit de savoir, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de savoir pour protéger d'éventuelles victimes? Je vais répondre à cette dernière question et ensuite on terminerons notre table ronde et passerons à la seconde. Oui, je vais répondre, mais d'abord, je crois que l'une des priorités qu'il faut avoir dans toute sa réflexion aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait une clarification du rôle de chacun. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait des confusions de rôle dans les rapports qui peuvent s'instaurer entre les institutions. Le maire et le maire, le policier, le directeur départemental de la sécurité publique et le policier, le procureur et le procureur. Et c'est pareil, j'allais dire, avec les autres acteurs et les autres partenaires, et notamment l'éducation nationale, avec lesquels d'ailleurs les relations sont extrêmement étroites maintenant entre justice et éducation nationale, notamment sur toute la question des mineurs. Et je crois que la question qui est posée et qui a donné lieu à débat politique sur le partage du secret, etc., à mon avis, elle ne relève pas de la loi. Je le dis clairement. La loi définit un cadre, mais surtout elle relève de pratiques. Et elle relève des relations qui peuvent s'instaurer entre les professionnels qui sont en charge du suivi de certaines personnes et de leur accompagnement et de leur contrôle, entre guillemets, ou en tout cas, ou même parfois de leur éducation. Lorsque un mineur a commis une infraction et qu'il est placé dans un établissement, s'il est placé dans un établissement, c'est parce qu'il est suivi par l'institution judiciaire et parce qu'il y a un référent qui est en général un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse qui suit ce gamin. Et dans la relation du suivi et dans le travail de suivi, il est évident qu'il va avoir et qu'il doit avoir des rapports avec l'établissement où se trouve cet enfant. Et ça, c'est une évidence. Et c'est pas la loi, elle n'a pas besoin de dire qu'il faut. C'est un travail normal et naturel. Et il y a eu une polémique, et je la connais très bien parce que c'est un dossier que j'ai suivi. Parce que c'était un mineur qui était concerné et qui était de Nîmes. Et je l'ai très bien suivi, ce dossier. Venir dire qu'un mineur qui a commis une infraction de ce type-là se retrouve dans un établissement sans que aucune information n'ait été détenue par la personne qui l'accueille, je dis que c'est faux. Je demande ce que dit la loi, c'est juste voilà. Ma question, justement, je me demande que dit la loi. Ben, la loi, elle reste imprécise sur ces questions-là encore. Elle parle d'une information, mais sans en définir très précisément les contours, les modalités. Et je crois que c'est plus des pratiques qui sont importantes, et notamment lorsque on a un mineur qui est suivi par l'institution judiciaire, il appartient notamment à la protection judiciaire de la jeunesse, de faire ce travail d'information, mais en même temps, il faut être clair là aussi, on ne peut pas stigmatiser un individu, et notamment un jeune, parce qu'il a commis quelque chose, et donc il ne faut pas que cette information elle soit publique. C'est très clair. Elle ne peut pas être livrée comme ça à la connaissance de tous les personnels qui sont dans un établissement. Il faut qu'il y ait une relation de confiance là aussi entre la direction de cet établissement et les éducateurs qui sont en charge du suivi, à travers aussi la mission qui leur est confiée par le juge des enfants, par exemple, ou par le juge d'instruction. Merci M. Gély. Eh bien, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour vos interventions.